En fait, j'avais une maman qui me mettait trop de limites et mon papa qui m'en mettait pas du tout. Et ça a été jusqu'au point où j'ai fumé des joints avec mon père. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, je fréquentais quelqu'un. Lui, c'était aussi un consommateur de drogue et également de drogue dure. Au début, c'était du cannabis. Après, on m'a proposé de vendre de l'ecstasy. Et ensuite, ça a été la décadence jusqu'à ce qu'on me propose de vendre de la cocaïne. Là, c'était vraiment monter à un autre niveau. C'est qu'on ne sort pas comme ça de ce genre d'endroit, de ce genre de réseau. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4. Alors comme toujours, on va recevoir une nouvelle invitée qui va non seulement se faire relooker, mais qui va aussi nous raconter son histoire. Et la femme qui va se livrer aujourd'hui va nous démontrer qu'avec Dieu, il y a un avant et il y a un après. Diplômée aujourd'hui de l'école biblique Momentum Academy, nous allons découvrir aujourd'hui, oui c'est vrai, comment Dieu l'a sortie du milieu de la drogue, mais aussi des trafics de drogue. Nous accueillons Laetitia Bacala pour nous raconter son histoire. Bonjour Laetitia. Bonjour. J'ai envie de dire gueule d'ange, hein. Bienvenue dans le fauteuil de cette émission coupée en 4. Alors aujourd'hui, c'est vrai, tu vas prendre la parole pour témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais avant ça, on va faire une petite parenthèse. Dis-moi déjà ce que tu aimerais que je fasse avec tes cheveux parce qu'il s'agit de relooking aussi. Hein. J'aimerais bien que tu puisses un peu recouper ma frange, me faire un dégradé et couper un petit peu mes cheveux. Ouais, rattraper un petit peu le dégradé qui est là, faire une petite frange, un peu les franges rideaux comme on dit. Oui. Hein, ok. Ok, ça marche, un petit peu rafraîchir tout ça. Est-ce qu'on coupe un peu en longueur ou pas du tout? Oui. Un petit peu aussi? Un petit peu. Ok. Je vais m'en occuper avec plaisir. Et donc, revenons à ton histoire. Toi, aujourd'hui, Laetitia, tu as 26 ans. Tu nous viens tout droit de Bordeaux. Tu es née, il me semble, dans une famille chrétienne? Alors, j'ai grandi dans une famille où il n'y avait que ma maman qui était chrétienne à l'époque. Mes frères et sœurs et mon père, non. D'accord. Donc, toi, tu avais déjà quelques notions, on va dire, de la foi, de Dieu, dans ta vie de petite fille? Alors oui, ma mère nous parlait très souvent de Dieu. On allait aussi de temps en temps à l'église, mais le contexte dans lequel j'ai grandi fait que moi, je ne m'intéressais pas du tout à Dieu et c'était vraiment pas ma priorité. D'ailleurs, je pense qu'il me semble que dans on va dire, pour tes parents, c'était compliqué. Il me semble que tes parents se sont séparés et qu'il y a eu pas mal de disputes. Oui, en fait, mes parents ont divorcé à l'âge de mes 10 ans, mais toute mon enfance, ça a été vraiment beaucoup de disputes, beaucoup de cris. J'ai des souvenirs de voir très souvent la police à la maison. C'était vraiment compliqué. Et en fait, à l'âge de mes 10 ans, mes parents ont du coup fait le choix de divorcer. Et ça a été encore plus compliqué. Ce divorce a été vraiment difficile. Et du coup, toi, pour t'évader, le truc, c'était de faire la fête, en fait, quoi. Oui, voilà. En fait, le divorce a duré quelques années et donc j'ai grandi. Je me suis retrouvée à l'âge de 12-13 ans et j'ai commencé à sortir, à faire la fête avec mes amis, à boire, à fumer. Et ça, c'était le début. Ok, donc toi, tu as grandi quand même dans un contexte de vie assez compliqué. Tu avais besoin de te vider la tête. Tu partais beaucoup finalement avec tes amis. Tu disais que la police finalement était souvent chez toi. C'était quelque chose de quasi normal pour toi dans ta vie de jeune fille. Tu avais quel âge à ce moment-là? Oui, c'était normal. Ça devait être depuis... jusqu'à mes 10 ans, ça a été quelque chose d'assez classique à la maison. Et même après, puisque j'ai fait le choix du coup d'aller vivre chez mon père, parce que j'avais une maman qui me protégeait beaucoup avec tout ce qui s'était passé dans sa relation, dans le contexte de famille, etc. Elle protégeait beaucoup ses enfants. Et c'est vrai que moi, j'avais besoin de liberté et je pensais avoir besoin de liberté et c'est ce que j'ai pu trouver chez mon père. Donc j'ai fait le choix d'aller habiter là-bas. Mais ça a été encore encore pire finalement. Encore pire. Oui. Ouais, parce que quand tu dis que tu avais besoin de liberté, mais là c'était trop de liberté, oui. Parce que tu avais un papa qui finalement ne te mettait aucune limite.
Oui, exactement. On peut dire ça comme ça? En fait, j'avais une maman qui me mettait trop de limites et mon papa qui m'en mettait pas du tout. C'est-à-dire que je pouvais sortir, je pouvais faire l'école buissonnière, c'était pas un problème pour lui. Je pouvais partir un week-end avec des amis. Et ça a été jusqu'au point où j'ai fumé des joints avec mon père et c'était devenu la normalité en rentrant de l'école. D'accord, de fumer finalement Avec son mon joint père. avec son père, quoi. Ok. Alors, ce qui est notable aussi dans tout ça, c'est que tu dis que finalement, tu te sentais totalement libre là-bas, mais aussi totalement malheureuse. Oui. Pourtant, le monde nous fait croire quand même que c'est quand on est libre qu'on est censé être heureux. Oui, mais c'est pas vraiment le cas. En fait, en tout cas pour ma part, je cherchais une liberté, je cherchais à m'évader de tous ces problèmes et je pensais que c'est ce que j'allais trouver en fait en sortant, en faisant la fête et puis en fumant et buvant et en fait pas du tout. J'ai pas trouvé de bonheur. De bonheur finalement là-dedans. Oui. Et pour autant, Laetitia, j'ai envie de dire que c'est au milieu de toutes les épines de la vie que viendra se poser une fleur comme un cadeau de Dieu pour toi. Mais ça, c'est ce que tu vas nous expliquer dans la seconde partie de cette émission coupée en 4, c'est la coupe. On poursuit ton témoignage, Laetitia, avec ce jour où finalement, à force d'entendre un peu ta maman te parler de Dieu, tu commences toi aussi à lui parler. Et qu'est-ce que tu lui dis à Dieu ? En fait, j'étais en train de rentrer chez moi. C'était vraiment une période assez compliquée parce que on sentait vraiment que mon père allait être incarcéré et je sentais que ça commençait à être compliqué. Et donc, j'ai commencé à parler à Dieu et je lui ai dit, mais Dieu, si tu existes, fais-moi pousser une fleur d'arôme dans mon jardin. Et j'ai oublié cette prière et quelques mois après, la fleur, elle a poussé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les fleurs d'arôme, ça pousse au bord de l'eau et ça pousse en groupe. Et là, la fleur, elle a poussé seule dans mon jardin. Il n'y avait pas d'eau, rien du tout. Elle a poussé toute seule. Et pourquoi une fleur ? Pourquoi t'as posé cette question à Dieu ? En fait, j'avais besoin de savoir s'il existait. J'avais envie c'était vraiment le moment pour moi de savoir si Dieu existait. Et je marchais tout simplement dans mon quartier pour rentrer à la maison et j'ai vu une fleur dans le jardin de chez la voisine et voilà, tout simplement. Ouais. Donc finalement, ça t'a déjà fait un petit clin d'œil, ça t'a fait réfléchir, mais tu t'es quand même pas arrêté là-dessus. Non, en fait, pour moi, j'avais ma réponse, Dieu existait, mais c'est pas ça qui a fait un déclic dans ma vie. Oui. Ma vie, elle a continué comme avant. Ouais. D'ailleurs, à ce moment-là, la vie était loin d'être douce, puisque ton père se fera une seconde fois incarcéré, ça avait déjà été le cas, et tu te retrouves là, à devoir t'assumer entièrement, toute seule, avec finalement très peu de moyens. Oui, en fait, j'ai été obligée de prendre mon appartement à l'âge de mes 15 ans. Et je me suis retrouvée à devoir aller en apprentissage, donc je gagnais pas énormément d'argent. Mais à ce moment-là, tu voulais pas retourner du coup chez ta maman ? Non, alors c'était vraiment une période compliquée parce que ma maman, aujourd'hui ça va mieux, mais à l'époque elle se battait avec un cancer et comme notre relation n'allait pas bien du tout à cette époque, c'était pas possible pour moi d'envisager d'y retourner à ce moment-là. Non. Donc tu t'es dit, il faut que j'apprenne à me débrouiller toute seule. Oui. À 15 ans. Oui. Donc là, tu as fait un apprentissage. Oui. Et du coup, il s'est passé quoi ? Il s'est passé que mon père est retourné en prison 4 mois plus tard. Et là, c'était bien différent parce qu'il m'a demandé de l'aider à payer son loyer parce que sinon, il allait se retrouver à la rue à la sortie. En sortant de prison ? Oui. Et donc, il fallait prendre en charge tout le côté financier. Et oui. Tu gagnais combien à ce moment-là ? Moins de 400 €. Ouais, moins de 400 €. Ok. Donc toi qui commençais, déjà à cette période-là, on va dire que tu te droguais, hein, tu consommais beaucoup de drogue ? Alors je consommais beaucoup de cannabis, oui. Beaucoup de cannabis, ça veut dire beaucoup pour toi, ça veut dire quoi ? Tous les jours, quotidiennement. Quotidiennement ? Oui. Ok. Ça représente quoi ? Un joint, 2, 3 ? Non, peut-être entre 5 et 10, ça dépendait des journées. Oui. 5 et 10 par jour ? Oui. Ok, oui, donc c'est déjà beaucoup. Et donc à ce moment-là, tu te dis, je vais pas pouvoir assumer tout ça toute seule. Et il me semble que tu vas basculer là pour pouvoir justement subvenir à tes besoins de consommatrice à dealeuse de drogue. Oui,
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, je fréquentais quelqu'un et cette personne-là, elle avait des contacts et en fait, il avait l'habitude de vendre un petit peu de drogue pour se payer sa consommation. Et quand il a appris la situation, au début, c'est lui qui a pris la main sur tout ça et qui m'aidait à avoir de l'argent avec la vente de cannabis. Mais j'ai très vite pris le relais parce que lui, c'était aussi un consommateur de drogue et également de drogue dure. Et donc, il n'était pas concis dans ce qu'il faisait. Il me perdait la marchandise, il me perdait de l'argent et c'était compliqué. Ah, donc il n'était pas sérieux, donc finalement tu as repris la main sur ce qu'il lui faisait. Oui. Et tu es devenue la principale dealeuse du coup de ce trafic-là. Oui. Et ça se passe comment, une journée comme ça? Alors, il n'y a pas de journée type, mais les journées se ressemblent, on va dire. C'est récupérer la marchandise, trouver des clients et surtout se retrouver dans des fêtes. C'était beaucoup de free party parce que c'est un endroit où c'est propice à la vente de drogue. Ouais. Et donc là, tu te retrouves dans une vie finalement où toi-même tu te drogues énormément, où tu revends aussi de la drogue. Alors moi, je consommais du cannabis quotidiennement énormément, mais en fait au début c'était vraiment que du cannabis, mais petit à petit ça a été d'autres drogues et j'en consommais pas, mais je les goûtais pour les vendre. Ah, mais comme du coup tu étais dealeuse, tu étais obligée de goûter les drogues que tu vendais pour savoir si c'était pas des drogues qui étaient coupées ou qui étaient, Oui. Donc qui étaient bonnes finalement. Oui, Quoi. oui, j'ai dû apprendre. Oui. Mais alors, si tu consommais pas, je veux dire, forcément, ça te faisait un effet. Et tu le vivais comment? Ça t'a jamais donné envie de commencer, du coup, à tomber là-dedans, dans les drogues plus dures? En fait, ça m'arrivait d'en consommer, mais c'était pas quelque chose qui me... C'est pas ta came, comme on dit. Ouais. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas quelque chose qui t'attirait plus que ça, finalement. Non. Non, en fait, mon objectif, c'était vraiment de récupérer l'argent dont j'avais besoin pour payer les loyers. Donc, j'étais plutôt dans cet objectif-là de vie, on va dire. Ouais. Mais c'était pas une vie dangereuse, quand même? Si. Est-ce que tu t'es pas retrouvé... Enfin, toi-même, tu t'es pas senti souvent en danger vis-à-vis de ça? Si, ça arrivait quelques fois, et notamment à cause, entre guillemets, de la personne que je fréquentais, parce que ce que je disais, c'est qu'elle perdait de la marchandise et elle perdait de l'argent. Et on s'est retrouvés plusieurs fois dans des situations délicates, dont une où il s'est retrouvé enfermé dans un lieu pendant plusieurs jours sans avoir de nouvelles de lui. Et moi-même, je ne sortais plus de chez moi parce que j'avais très peur à ce moment-là, oui. Ouais, donc il s'est fait un peu séquestrer jusqu'à que les personnes en question puissent avoir leur argent, drogue, quoi. Ouais, leur argent, ouais. D'accord. Et donc, là, pareil, tu te poses pas trop de questions vis-à-vis de Dieu? Justement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir un déclic. En fait, c'était un petit déclic parce que c'est vraiment ce moment précis, je me suis rendu compte que là, je ne pouvais plus rien faire. C'était plus entre mes mains. J'avais l'habitude de tout contrôler, mais là, malgré moi, je pouvais vraiment rien faire et j'ai vraiment commencé à me tourner vers Dieu parce que j'avais vraiment besoin qu'il me sorte de là. Ça montait trop loin, enfin, ça partait trop loin. Ça partait trop loin. Et d'ailleurs, je crois que c'est quand tu es partie en vacances une fois chez ta maman, à Noël, que tu donneras vraiment ta vie à Jésus? Oui. En fait, ça s'est pas fini à ce moment-là, mais c'était vraiment le début du changement. Le début du vrai switch, on va dire, avec Dieu. Ce début s'est passé comment? En fait, je suis du coup allée en vacances chez ma maman et donc je me suis retrouvée en famille et lors de plusieurs discussions, je me suis dit que c'était vraiment le moment de donner ma vie à Jésus. Je pensais que c'était vraiment la solution qu'il me fallait pour sortir de tout ça parce que malgré tout ce que je vivais, en fait, plus ça montait crescendo, plus c'était compliqué, mais moi j'aspirais quand même à une vie meilleure. C'était pas cette vie-là que tu voulais vivre en fait. Tu te rendais compte que finalement c'était pas ça que tu voulais vivre. Non, je voulais sortir de tout ça. De ce milieu-là. Oui. Ouais. Alors là, finalement, Laetitia, tu te rends compte que c'est pas la vie que tu veux. Et ce qui était encore plus difficile à ce moment-là, c'est qu'au-delà du cannabis, tu avais quand même commencé à toucher à d'autres drogues. Oui, en fait, c'est ça qui était vraiment devenu compliqué, c'est que au début, c'était du cannabis. Après, on m'a proposé de vendre de l'ecstasy parce que c'est moins cher en quantité et il y avait plus de bénéfices. Et ensuite, ça a été la décadence jusqu'à
jusqu'à ce qu'on me propose de vendre de la cocaïne. Et au début, on réfléchit, mais j'ai pas réfléchi 2 fois quand je me suis souvenue de ce besoin d'argent. Et en fait, là, c'était vraiment monter à un autre niveau. C'est qu'on ne sort pas comme ça de ce genre d'endroit, ce genre de réseau. C'est ça, justement, quand on est dans le trafic, c'est très compliqué. Et puis, en même, c'est à cet instant de ta vie, on va dire que les choses commencent un peu à changer dans ta façon de penser. Les défis, en effet, ne manquaient pas à l'appel non plus. Et ça, c'est ce qu'on va découvrir dans la partie coiffage de cette émission coupée en 4. Et donc Laetitia, revenons à ton histoire. Moi, je crois que pour toi, ce qui a été le plus compliqué d'ailleurs dans tout ça, ça a été de sortir de ce milieu, précisément de la drogue. Oui. Après avoir donné ma vie à Jésus, j'étais vraiment entre 2 mondes et je pensais que j'allais pas réussir à en sortir. Mais ce qui s'est passé un jour, c'est vraiment la main de Dieu sur ma vie, parce que quand mon père est sorti de prison, j'ai du coup un dealer que je voyais régulièrement, et c'était vraiment, je pense, l'un des seuls que je voyais à cette époque-là, qui est venu chez moi pour récupérer son argent. Et en fait, quand il est venu à la maison, il est passé par mon salon et donc il a vu mon papa. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur-là savait que mon père était en prison. Parce qu'un jour, il m'avait posé la question « Mais pourquoi t'étais dans ce milieu-là, t'es jeune, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et donc, je lui avais raconté. Et donc, quand il est venu à la maison, il s'est douté que c'était mon papa, et il m'a posé la question et je lui ai dit qu'effectivement oui. Et donc, je lui ai rendu son argent et il est parti. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais quelques jours après, j'ai essayé de le rappeler et le numéro n'existait pas, tout simplement. Et ça a été fini. À partir de ce jour-là, j'ai plus de nouvelles de personne et ça a été terminé du jour au lendemain. Donc du jour au lendemain, après que lui, il ait vu en fait qu'il y avait ton papa qui était là et que voilà, il s'est dit il faut qu'elle sorte du milieu en fait. Il a eu je sais pas, il a eu compassion de toi, ou qu'est-ce qui s'est passé, tu penses, pour toi? Je pense que oui, parce que plus jeune, quand il avait appris que mon père était incarcéré et que du coup je faisais ça pour payer son loyer, il m'accompagnait souvent en free party. Il m'attendait souvent à la fin de ces fêtes-là pour me ramener chez moi. Il s'est un peu dressé un peu comme un protecteur vis-à-vis de toi en voyant que tu étais si jeune, quoi. Oui, il était très bienveillant en tout cas. Il a toujours fait attention à moi. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, il avait toujours un œil sur moi. Oui. Et donc, du jour au lendemain, tu as réussi à sortir de ce milieu du trafic de la drogue. Alors, au-delà de ça, qu'on peut se poser comme question, alors toi, il est clair que tu n'arrivais plus à le joindre. Apparemment, tu disais que d'un coup, ça sonnait et ça disait que le numéro n'était plus attribué. Oui. C'est quand même dingue. Oui, c'est dingue. Et au final, il n'y a plus jamais personne qui a même voulu te contacter. Non, plus personne. Ça a été fini. À ce moment-là, c'était terminé. Voilà, ça s'est arrêté comme ça. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Et tu n'as plus jamais, de toute façon, voulu rentrer en contact avec qui que ce soit. Non. Incroyable. Et autre chose d'incroyable aussi, parce qu'un autre défi qui s'est dressé quand même devant toi, c'est celui d'arriver à lâcher prise avec le cannabis. Toi qui fumais tellement, finalement, dans la journée, entre 5 et 10 joints par jour, comment est-ce que tu as fait? En fait, c'était vraiment une conviction que j'avais. La première étape, c'était vraiment de quitter du coup ce trafic. Une fois que ça a été fini, je sentais vraiment à l'intérieur de moi que je voulais vraiment me débarrasser de la drogue, et je priais par rapport à ça. Et un jour, j'ai vraiment eu la conviction que voilà, il fallait que j'arrête et que c'était fini. Et donc, je me suis juste positionnée et j'ai dit c'est fini, j'arrête de fumer. Et c'était vraiment une conviction qu'il y avait dans mon cœur. Je ne dis pas que ça a été facile, c'était vraiment un gros combat. Je me souviens encore... Il y a eu des états de manque physique par rapport à ça? Oui, je me rappelle encore des nuits blanches, des sueurs nocturnes, des moments où vraiment mon corps me réclamait la drogue. La drogue, ouais. Ok. Tu as été accompagnée à ce moment-là? Ou tu as vraiment été toute seule pour gérer ça? Non, j'ai été toute seule. Tu as été toute seule? Avec Dieu? Avec certes. Dieu, oui. T'as mis combien de temps à décrocher complètement de ça? Dans ton esprit, tu te dis que ça a duré combien de temps réellement, ce manque, et l'envie de ne plus y retourner aussi? Parce que, est-ce qu'après coup, t'as quand même eu, à des moments, envie d'y retourner? Alors sur le moment, la conviction, je veux dire, ça a été de suite, mais mon corps m'en a réclamé pendant quand même longtemps, ça a duré plusieurs mois.
J'ai été retentée, mais j'en ai jamais retouché. D'accord. Donc le corps demandait, mais ton esprit a été plus fort que la chair. Oui, Finalement, oui. On peut le dire clairement comme ça. Et puis, est-ce que du coup, tu as dû aussi pleinement couper avec les amitiés que tu as créées forcément dans ces moments compliqués? Oui, j'ai fait le choix de vraiment arrêter tout contact avec les amis que j'avais de l'époque, et notamment la personne que je fréquentais. J'ai vraiment fait le choix de tout laisser. Est-ce que tu avais un petit copain? Oui, voilà. Ouais. C'était le garçon que je fréquentais à l'époque. Que voilà, lui aussi, j'ai décidé d'arrêter cette relation. Oui. Ok. Et de partir. Alors, savoir s'abandonner à part entière pour trouver son identité en Christ, c'est vraiment le plus grand challenge, il me semble, de chaque chrétien d'ailleurs. Et comment as-tu découvert qui tu étais vraiment? Qui est cette nouvelle Laetitia? Eh bien, ça, c'est ce que nous allons partager dans la prochaine partie de cette émission Coupée en 4. Alors Laetitia, aujourd'hui, tu dis que tu sais pleinement qui tu es et que tu connais ta valeur. Alors, comment as-tu pris conscience de tout ça, finalement? Ça a été un long cheminement. Ça a commencé, comme je disais tout à l'heure, j'ai quitté tout ce milieu-là, donc je suis repartie habiter chez ma maman qui a bien voulu que je retourne habiter chez elle. Et donc j'ai fait le choix de reprendre mes études, de me faire baptiser, et donc j'ai commencé à aller dans une église. Et c'est vraiment en grandissant petit à petit avec le Seigneur que j'ai pris conscience qu'il y avait plus à vivre, et que surtout je méritais plus que tout ce que j'avais vécu. Jusqu'à présent, quoi. Oui. Ouais. Et puis surtout que, bon, il faut dire qu'entre-temps, mine de rien, tu t'es quand même mariée, ce qui n'est pas rien. Oui. Et ça s'est fait, il me semble, au cours d'une école biblique. Oui. En fait, il y a 2 ans, je suis allée à Momentum Academy. Et donc, j'ai entamé un processus de guérison, parce que c'est une école de théologie, mais aussi ministérielle. Et il y a beaucoup de cours sur qui nous sommes, notre identité, etc. Ça m'a permis de guérir de plein de choses, et notamment de rencontrer mon mari. Et on s'est mariés au début de notre 2e année d'académie. Au début de votre 2e année d'académie? Oui. Ok, super. Et du coup, aujourd'hui, Laetitia, tu peux dire que tu as un appel particulier. Tu le connais aujourd'hui? Quel est ton appel avec Dieu? Je pense sincèrement que, en tout cas, ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir parler autour de moi et aux jeunes, à tous ceux qui ont pu avoir une enfance et une adolescence difficile, qu'il y a autre chose à vivre. La drogue, on peut penser que c'est bien, l'alcool, la fête, etc. Mais c'est éphémère, c'est pas ça qui nous donne de la joie et vraiment un vrai bonheur. Donc j'aimerais vraiment être une oreille attentive pour toutes ces personnes-là. Pour la jeunesse? Oui. C'est vrai, car Dieu fait de grandes choses et on le constate dans ta vie, vraiment, Laetitia. Il a transformé ton chaos en succès, finalement. Et d'ailleurs, il nous le dit dans sa parole, hein, les cendres en splendeur. Il se plaît à rebâtir sur nos ruines. Merci Seigneur, d'ailleurs, pour cette grâce et son amour pour toi aujourd'hui, Laetitia. Alors, est-ce que tu me diras à moi merci aussi lorsque tu verras ta coiffure dans le miroir? Oui. On verra ça dans quelques minutes, parce que ce qui arrive dans quelques instants, et aussi d'ailleurs ton précieux conseil, ne touchez à rien. Alors Laetitia, ça y est, nous voici à la toute dernière partie de cette émission, c'est la partie découverte. Es-tu prête à voir à quoi tu ressembles? Oui, j'ai envie de voir. Pas évident hein, de tenir jusqu'au bout. Hein. Oh, ça change. Ça te plaît? Ah, c'est très joli. J'avais montré une petite photo et en fait, je pense que j'ai fait un flash sur la photo. Et tu vois la frange un petit peu qui dégage comme ça le visage, qui reste vers l'extérieur. Et le dégradé que j'ai repris aussi, que ça ne te fasse pas d'arénette, mais que ça fasse un vrai dégradé. Mais c'est très joli. Ça te va très bien. Alors Laetitia, ça y est, on est à la fin de ce témoignage, de ton témoignage. Et justement, qu'est-ce que tu aimerais que les personnes retiennent de tout ça? S'il y a un conseil que tu pouvais laisser à ceux qui nous ont regardés depuis ce début de témoignage, de cette émission? Ce que j'aimerais dire, c'est que peu importe ce que tu as vécu ou ce que tu es en train de vivre, il n'y a rien qui est trop difficile pour Dieu. La croix nous a tous affranchis
Donc arrêtons de regarder derrière nous et commençons à regarder devant nous tout ce qui s'est passé ou tout ce qui est en train de se passer. Ça peut être derrière nous, la drogue ou plein d'autres choses. C'est pas ça qui empêche Dieu de nous aimer. Il nous aime tels que nous sommes. Donc n'ayez pas peur et allez dans les bras de Christ parce que c'est en lui que vous trouverez le bonheur. Ouais. J'aimerais juste rajouter aussi quelque chose pour les personnes qui peuvent avoir un entourage ou une personne incarcérée autour d'eux. Pensez à vous protéger, mais si je peux donner un conseil, soyez une lumière pour cette personne-là et soyez un témoin de Christ parce que parfois on est les seules personnes qui ont encore des contacts avec ces gens-là et je pense que c'est important aussi pour eux d'avoir du contact avec des personnes à l'extérieur, des chrétiens et c'est aussi ce fardeau d'avoir une personne en prison, elle peut être très difficile, mais c'est ok aussi d'aimer quelqu'un incarcéré. Il y a des personnes, des prisonniers qui vivent de vraies rencontres avec Christ. Et d'ailleurs, ça me rappelle ce verset aussi de Jésus qui dit j'étais en prison et vous êtes venus me visiter. En tout cas, merci beaucoup pour ce très beau conseil, Laetitia. Et puis moi, ce que j'avais aussi envie de vous rappeler aujourd'hui, c'est ce verset dans Ézéchiel 36. Pour le coup, c'est facile à retenir. Ézéchiel 36. Et les nations qui resteront autour de vous seront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti sur ce qui était abattu et planté, sur ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Alors les amis, c'est vrai, je vous invite aujourd'hui, là où vous en êtes en ce moment dans votre vie, à vous approprier cette parole et dites-le pour vous-même. Les gens qui seront autour de vous seront que Dieu, l'Éternel, a rebâti sur ce qui était abattu dans votre vie. Il plante sur ce qui était dévasté dans votre vie. Lui, l'Éternel, il parle sur votre vie et il agit maintenant. Serrez cette parole vraiment sur votre cœur. Ne doutez pas que Dieu agira et il agit dans votre vie. Et il agit dans ta vie, Laetitia. Tu en es la preuve vivante. En tout cas, merci pour ton témoignage, Laetitia. Merci pour ton courage aussi d'avoir osé parler parfois des choses. On peut avoir du mal, hein, mais là, pour le coup, eh bien, tu as levé ta voix. Bravo pour ça. Et si le témoignage de Laetitia vous a parlé, vous a fait du bien, n'oubliez pas que vous pouvez aussi faire du bien à quelqu'un d'autre en partageant cette vidéo autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser aussi vos commentaires. Vous pouvez également, je vous le rappelle, vous abonner à notre chaîne YouTube Coupé en 4 pour continuer aussi de découvrir encore d'autres témoignages de foi. Alors moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission Coupé en 4 avec une nouvelle invitée, un nouveau relooking, un nouveau témoignage. À très bientôt. Bye bye.